Što je najteže breme stranca u jednom društvu u zemlji drugih? Je pense que le plus difficile, c'est de perdre une part de soi. Quand on vient s'installer dans un nouveau pays, on se rend compte qu'il y a une part de soi à laquelle on va devoir renoncer, qu'on va devoir s'intégrer, devenir différent, oublier une partie de son passé, oublier une partie de sa culture. Et c'est réussir à faire le choix, réussir à trouver le bon équilibre entre la personne qu'on était avant et celle qu'on va devenir en vivant dans le pays des autres. Et la difficulté, c'est de devenir soi-même un autre. Dobrodošli u razgovor s razlogom. Kako je živjeti u zemlji drugih? Pitanje je koje razumije i istražuje. Rođena u Maroku, studirala i živjela u Francuskoj. Danas je u Portugalu. Jedna je od najvažnijih i najčitanijih francuskih književnica. Za roman Uspavanka dobila je prestižnu nagradu Goncourt. Osobna je izaslanica francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za frankofoniju. U Zagreb je došla predstaviti zadnji dio svoje trilogije U zemlji drugih, naslova Ponjeću vatru. Vatra koju nosi u svojim romanima i javnim nastupima razlog su za razgovor sa Leilom Slimani. Drago mi je što ste s nama. Merci beaucoup. Gospođo Slimani, napisali ste trilogiju U zemlji drugih. To je zapravo jedna obiteljska saga, priča o obitelji koja živi u Maroku kroz 3 generacije. Kao inspiracija za tu priču o obitelji koja nije ni francuska ni arapska, jer je začeta susretom Francuskinje i Marokanca, poslužila vam je i vaša obitelj. Zašto ste se odlučili ispričati baš tu priču o Maroku? Depuis longtemps, je savais que j'allais écrire sur ma famille. J'avais dit à mon éditeur il y a très longtemps, je lui avais raconté l'histoire de ma grand-mère qui donc était alsacienne, qui a rencontré mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale, la façon dont elle s'était installée au Maroc. Et quand je racontais cette histoire, tout le monde me disait toujours « mais c'est un roman, il faut l'écrire ». Seulement, c'est pas parce qu'une histoire est une bonne histoire qu'il faut l'écrire. J'ai eu besoin de beaucoup de temps avant de comprendre pourquoi c'était nécessaire pour moi de raconter cette histoire. Je pense que je me suis retrouvée à un moment de ma vie où je n'arrivais plus à expliquer vraiment aux autres la complexité de mon identité. Je me retrouvais dans des sociétés qui étaient de plus en plus radicales, polarisées, où j'avais le sentiment qu'il fallait faire un choix entre être français, être marocain, alors que moi, j'avais toujours vécu avec des identités mélangées, complexes, avec pas de nécessité de choisir. Donc j'ai eu besoin de revenir jusqu'à l'origine et de comprendre d'où je venais et de comprendre l'histoire de mes grands-parents, puis ensuite celle de mes parents. Pour comprendre pourquoi je ressentais parfois un certain malaise et une difficulté à appartenir aux différentes sociétés dans lesquelles je vivais. Jeste li uspjeli vi sebi dati taj odgovor na to pitanje tko sam ja? To je pitanje koja i vaša junakinja Mija sebi postavlja u jednom trenutku. Tko sam ja? Kako ste vi sebi odgovorili na to pitanje tko sam ja? Non, je ne suis pas capable de dire qui je suis, mais je suis capable de dire pourquoi je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis capable de comprendre l'histoire qui a rendu possible l'existence de quelqu'un comme moi. C'est-à-dire que maintenant, je comprends qui était mon père, quels ont été ses rêves, qu'est-ce que c'était sa vie dans les années 60, 70, comment lui, il a imaginé l'avenir. Je pense que ce qui était important pour moi dans ce livre, c'était pas tellement d'écrire un livre sur le passé, c'était d'écrire un livre sur la façon dont les générations avant moi avaient imaginé le futur. Ma grand-mère a eu une certaine manière d'imaginer le futur. Mon père a imaginé le futur. Moi-même, je suis en train d'imaginer un futur et sans doute que mes enfants, plus tard, quand je leur raconterai le futur que j'imaginais, ils me diront « mais tu t'es complètement trompé ». Donc c'est ça que je cherchais à comprendre. Donc maintenant, j'arrive à comprendre que je suis l'enfant de certains rêves déçus, de certains idéaux qui n'ont pas forcément pu avoir lieu, mais je ne sais toujours pas qui je suis, ça je ne sais pas et je suis pas sûre que je le saurai un jour. U zadnjem dijelu trilogije U zemlji drugih, koja nosi naslov Ponjeću vatru, vi zapravo pričate o Maroku vašeg djetinjstva. To je Maroko, znači nekakvih 80. i 90. godina prošlog stoljeća. Kako se živjelo u Maroku tada i je li taj Maroko drukčiji od današnjeg?
Oh, c'est un Maroc qui n'a absolument rien à voir. C'est même un Maroc qui a disparu et j'avais envie de l'écrire en partie parce que mes enfants, quand je leur raconte mon enfance, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que je raconte des mensonges, que ça n'est pas possible. Donc j'avais envie de faire revivre cette atmosphère. Je pense que beaucoup de gens qui ont vécu dans des régimes autoritaires, qui ont connu la vie dans des dictatures, peuvent comprendre ce que je raconte. C'était une époque où on n'avait pas de liberté d'expression, une époque où il y avait beaucoup de peur, beaucoup de paranoïa, beaucoup de peur d'être dénoncé par les autres. On faisait attention à ce qu'on disait, on faisait attention aux amis qu'on avait, et puis surtout un régime qui était basé sur l'arbitraire, c'est-à-dire si un jour vous ne plaisez plus aux gens puissants, eh bien les gens puissants décident de votre sort et vous pouvez tout perdre. Donc c'était une période où il y avait beaucoup d'angoisse, et en même temps, dans mes souvenirs, il y a aussi beaucoup de choses très positives. C'était aussi, j'ai le sentiment d'avoir eu une enfance qui était quand même heureuse, qui était proche de la nature, où il y avait beaucoup de solidarité entre les gens, où on sentait que les choses étaient en train de changer. C'était une époque difficile, mais c'était pas forcément une époque entièrement malheureuse. Donc j'ai essayé de donner les deux aspects de cette époque-là. Mais je pense que par exemple beaucoup de gens qui ont vécu dans des régimes communistes, moi j'ai vécu par exemple 1 an en Hongrie, et quand je parlais avec les gens de la Hongrie de cette époque, ils comprenaient très bien ce que je pouvais raconter sur le Maroc. C'est plus difficile peut-être à comprendre pour des Français que pour des gens qui ont vécu à l'Est, je pense. Zanimljivo mi je što često kada govorite o tom svom razdoblju života, kažete kako vi zapravo niste poznavali pravi Maroko, jer ste pripadali buržoaziji. Majka vam je bila liječnica, otac bankar i često vi u svojim romanima naglašavate zapravo taj socijalni jaz koji postoji između klasa u društvu. Zašto vam je ta tema važna i na koji način naša socijalna pripadnost određuje našu sudbinu? Oh, je pense que c'est la question fondamentale. Je pense que d'ailleurs on ne parle pas assez de classe sociale aujourd'hui parce que je crois pas du tout que enfin, bien sûr, la première identité qui a été très importante pour moi, c'était l'identité féminine. Quand j'ai compris que j'étais une femme, je me suis rendu compte que ça allait avoir un très grand impact sur ma vie. Donc le fait d'être une femme changeait les choses. J'avais pas les mêmes droits, j'avais pas les mêmes possibilités, j'avais pas la même liberté que les garçons. Mais ensuite, la classe sociale est l'autre élément qui est fondamental. Moi, par exemple, mon rapport à l'identité était plus facile. J'ai été éduquée, j'ai pu apprendre différentes langues, j'ai pu voyager. Donc je n'avais pas un rapport, même si j'ai pu souffrir parfois de racisme ou de rejet, c'était beaucoup moins fort que pour des gens qui arrivent sans parler la langue, sans avoir les moyens, sans connaître personne. Donc j'ai toujours été consciente du fait que le fait d'appartenir à une classe bourgeoise me protégeait aussi de beaucoup de choses. Mais en même temps m'isoler de mon pays. C'est-à-dire que mes parents, ils nous ont beaucoup élevés dans une bulle. Alors en grande partie, je l'explique dans le livre, parce que ma mère était une femme qui était très peureuse, très inquiète pour ses enfants. Elle avait très peur qu'il nous arrive quelque chose, parce qu'on était des filles, parce qu'on parlait beaucoup, donc elle avait toujours très peur qu'on se mette en danger, qu'on dise des choses dans la rue qui pouvaient être dangereuses. Et puis parce que mes parents, ils voulaient juste qu'on lise, qu'on reste à la maison, qu'on étudie, donc on vivait comme dans un monde à part, voilà. Studirali ste politologiju i to je jasno ukazalo na vaš interes zapravo za društvene odnose. Kad pričamo o tom socijalnom statusu, što biste vi rekli? Što nas onda kao pojedinca više određuje? Taj socijalni status ili naš nacionalni identitet? Što nam tu zapravo prevagne? Oh, le statut social, évidemment. Et je pense encore plus aujourd'hui, avec par exemple dans la mondialisation. Moi, par exemple, je me sens, et c'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité, je me sens parfois plus proche d'une personne qui vit dans le centre de Berlin, de Londres ou de New York que de quelqu'un qui vit, je sais pas moi, dans la Creuse ou qui vit dans un petit village de France, alors même que je suis française, mais je vais avoir plus de choses à partager avec quelqu'un parfois qui n'a pas la même nationalité que moi, mais qui a le même mode de vie. Donc, je pense que c'est beaucoup plus aujourd'hui le statut social qui détermine notre façon de manger, notre façon de nous habiller, les films qu'on va regarder, les livres qu'on va lire, toute notre manière de penser. Il y a aujourd'hui une espèce
d'élite, j'allais dire, ou de bourgeoisie transnationale, qui se définit pas tellement par son identité nationale, mais qui se définit par une manière de vivre. Et peut-être que justement, elle est aussi une partie du problème, qu'on doit aussi réfléchir à la manière dont aujourd'hui il y a besoin peut-être de plus s'ancrer, de plus être à l'écoute des uns des autres, et de regarder aussi autour de soi. Peut-être qu'on a trop vécu justement sans regarder ce qu'il y avait autour de nous, et en s'enfermant un peu dans une classe sociale qui est très sûre d'elle-même. Et donc moi j'écris sur la bourgeoisie, mais je suis très critique de la bourgeoisie. C'est le milieu dont je viens, et justement c'est parce que j'en viens que je suis très très critique. Tous mes livres sont des critiques de la bourgeoisie. Osim tih socijalnih razlika, mi danas živimo i u svijetu u kojem je jednako tako jako važan identitet. Što je za vas uopće identitet? Što je bit vašeg identiteta? Kako vi sebe doživljavate, opisujete? Pour moi, l'identité, elle est une question morale, c'est une question d'éthique. Ça n'est pas la question de savoir qui je suis, mais qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes actions? Comment est-ce que j'agis dans le monde? Est-ce que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne? Quelles valeurs je défends? En quoi est-ce que je crois? Dire je suis marocaine ou je suis française, ça ne dit pas grand-chose de moi en tant qu'être humain. Si vous prenez mon passeport, vous saurez ma taille, la couleur de mes yeux, mais vous saurez pas grand-chose de moi. Si vous voulez savoir quelle est mon identité, c'est-à-dire comment j'agis dans le monde, il faut regarder mes actions, et c'est ça où je trouve que aujourd'hui, ce qui rend les gens tellement violents et tellement malheureux, c'est la difficulté à justement associer l'identité à l'action. Je pense que beaucoup d'hommes aujourd'hui, et on le voit dans les réactions très brutales, ne savent plus comment on fait pour être un homme. Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui? C'est quoi l'identité d'un homme? Quand on voit tous les mouvements aujourd'hui contre les immigrés dans beaucoup de pays, les gens qui disent je sais plus ce que c'est être un Britannique, comment on fait? Mais je pense que tout ça ne peut se résoudre que par les actions. Ils auront jamais de réponse qui soit une réponse essentialiste où on vous dit être un Britannique, c'est être ça. Non, être un Britannique, ça s'invente demain. Comment vous allez faire pour être une bonne personne? Comment on fait pour être un homme? Ça s'invente et ça se dit par les actions. Ça se décrète pas. C'est pas quelque chose où on vous donne une définition pour toute la vie. Être un homme, c'est comme ça. Je pense qu'il faut retrouver le sens de l'action. Il faut retrouver le sens d'une certaine morale. Et il faut chacun accepter le fait que son identité, elle est à venir. On la définit tous les jours. C'est pas quelque chose que vous pouvez prendre et mettre devant vous et dire je suis ça. Non. Chaque jour, vous devez prouver ce que vous êtes. Ali, nažalost, mi živimo u svijetu u kojem se više vodimo za tim što je naš identitet, a ne pitamo se što radimo i što činimo i kako bismo djelovali da budemo dobri ljudi, da pridonesemo ovome svemu. Političke prilike su jednako takve i glasovi evo u Europi koji nas vode i vuku u kontrasmjeru. Što svatko od nas onda kao pojedinac, što intelektualac, što pisac, novinar može učiniti da se ipak stvari možda zaokrenu? Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un moment d'une telle violence et d'une telle difficulté que nous, c'est vrai que nous, les écrivains, les artistes, les intellectuels, on a de plus en plus l'impression qu'on ne peut pas grand-chose. On se sent parfois très impuissant dans une époque où de toute façon la rationalité n'a plus vraiment de prise, où le rapport à la vérité a complètement changé, où des valeurs comme l'empathie, la tendresse, le respect de la vulnérabilité de l'autre sont méprisées, sont moquées, où on considère que les humanistes, les progressistes sont des naïfs, sont des gens ridicules. Donc c'est très difficile quand on défend ces valeurs-là, c'est très difficile aujourd'hui. Moi, j'en veux beaucoup aussi aux médias et aux politiques qui manipulent les gens et qui voient depuis des années le danger venir et qui malgré tout, pour avoir plus d'audience, pour avoir plus de voix, acceptent parfois de dire des choses qui sont des choses très ambiguës, acceptent de taper sur les plus faibles, acceptent de prendre les immigrés comme bouc émissaire, et c'est ça moi qui me rend malade et qui me met très en colère. Moi, à mon maigre niveau, je pense que d'abord défendre le langage, refuser que les gens utilisent des petites phrases et vous savez manipulent le langage et fassent semblant de dire une chose alors qu'ils veulent en dire une autre. Nous, déjà, je pense que les écrivains, on doit être les gardiens de ça, de la clarté du langage. Arrêter de raconter n'importe quoi aux gens ou des grandes phrases où on dit les immigrés ceci.
mais les immigrés, comme si c'était un seul bloc, une seule réalité, les femmes, ceci. Donc ça, je pense que d'abord défendre l'importance du langage, très important, défendre l'importance de la culture, du fait que le savoir, c'est quelque chose qui vous rend plus libre, qui vous rend plus fort, que une personne qui est éduquée, une personne qui lit, c'est une personne qui pourra mieux se défendre dans la vie, qui pourra mieux convaincre, qui sera moins manipulée et moins manipulable. Je pense que c'est le peu qu'on peut faire, et puis défendre bien sûr l'empathie pour les autres, essayer constamment de dire mais tu es capable de te mettre à la place de quelqu'un d'autre, cette personne elle n'est pas comme toi, peut-être qu'elle ne pense pas comme toi, mais peut-être que tu as quand même quelque chose en partage avec elle qui est le fait d'être un être humain. Mais je dois dire que c'est de plus en plus difficile de croire dans la capacité aujourd'hui de la littérature ou de manière générale de la culture à changer les gens, parce qu'il y a une agressivité qui est très très forte et un refus aussi de penser, un refus de tout ce que nous défendons. Imigrantsko pitanje je danas jako važno u Evropi, jako je važno pitanje u Evropskoj uniji. Vidimo da se oko toga itekako lome politička koplja, jača ekstremna desnica. Što biste vi rekli, što je zapravo ono što je Evropska unija napravila krivo kada je u pitanju prihvat stranaca koji su došli živjeti u Europu? Gdje je zapravo ta integracija pošla po krivom? Moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'aujourd'hui, toutes les extrêmes droites, elles pointent du doigt, elles montrent du doigt les immigrés en disant ces gens-là, de toute façon, sont des gens mauvais, sont des gens qui ne peuvent pas s'intégrer chez nous parce qu'ils sont trop différents culturellement, ils sont trop différents de par leur religion. Mais il y a 40 ans, quand les économies marchaient très bien et que ces gens-là qu'ils montrent du doigt construisaient le métro, balayaient les rues, faisaient les travaux pour construire les immeubles et les grands travaux, personne ne les montrait du doigt en parlant de leur... C'est-à-dire que je pense que la grande hypocrisie aujourd'hui dans beaucoup de pays, je parle par exemple de la France, c'est de ne pas aussi être capable de reconnaître ses propres erreurs, de dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a raté pour que l'intégration se passe aussi mal, pour que on a fait venir on a fait venir une première génération de gens qui ont travaillé pendant des années et des années dans la discrétion, qui ont été humiliés, qui n'ont rien dit, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, 2 générations après, on voit qu'on n'arrive plus à intégrer les populations. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait... C'est-à-dire je crois que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de se comporter avec de l'humanité et avec de l'intelligence humaine. C'est-à-dire le simple fait de se relancer les choses en disant eux sont mauvais, et de s'installer dans une violence comme ça d'un camp contre l'autre ne pourra que détruire nos sociétés. On n'a pas d'autre choix que d'essayer de penser aussi avec notre intelligence, avec notre cœur et avec le désir de faire que ça marche. De trouver un moyen pour que ça marche et pour que chacun puisse se remettre en question. D'un côté, ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer et d'autres, ceux qui n'ont pas réussi à intégrer ces populations. Mais se contenter d'être dans la violence, dans la haine, dans le mépris, dans le pur racisme, ça n'a jamais, dans toute l'histoire, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais rien apporté à personne. Ça détruit des sociétés entières. Et il faudrait trouver aujourd'hui des gens vraiment bien dans nos personnels politiques qui soient capables de nous redonner espoir pour vivre ensemble. Predrasude su, nažalost, ono što često određuje naše međusobne odnose. Tako se i vaš junak Amin mora stalno dokazivati Evropljanima da samo zato što je Marokanac nije ni fatalist, ni prijetvora, ni ljenčina. Kako se boriti protiv tih predrasuda? Ah ben ça, heureusement, je me dis par l'éducation, par le temps, par les voyages, par les films, c'est difficile, mais ça continue beaucoup aujourd'hui et c'est drôle parce que moi j'essaye de les dénoncer à la fois dans mes livres, mais parfois même dans mes rencontres. Je fais des rencontres et puis les gens pourtant ont lu mon livre et puis viennent ensuite me parler et me disent quelque chose qui est un énorme cliché. Je pense qu'il faut réussir avec douceur, mais avec quand même fermeté, à ne pas l'accepter, dire tout de suite à la personne non, ça c'est pas possible. Vous pouvez pas dire quelque chose comme ça. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui
qui vous fait, et en fait, juste par le dialogue parfois, et vraiment, et en le faisant gentiment, sans agressivité, de lui dire, mais vous vous rendez bien compte que ce que vous venez de me dire, d'où ça vous vient? Et souvent, les gens eux-mêmes sont surpris. Une fois qu'ils commencent à réfléchir, ils disent, mais c'est vrai, en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'avais l'impression que je pouvais le dire, et donc il faut mettre des limites. Mais c'est exactement la même chose quand on est une femme, et d'un coup, on entend une remarque sexiste, et bon, on se dit, bon, je vais rien dire. Bah non, dire à la personne, non, en fait, tu comprends, moi ça, je ne supporte pas, c'est pas contre toi, mais ça, il faut que tu arrêtes de dire ça, parce que voilà, pourquoi, c'est insupportable. Donc, à chacun de faire son travail pour essayer à chaque fois de ne pas laisser passer ce genre de clichés et ce genre de préjugés. Pišete sve te priče o korijenima, to je samo jedan način da te pribiju na tlo. Koliko su nam važni ti korijeni i veza s njima? I ono pitanje koje si vaša junakinja postavlja, u kom trenutku naša zemlja kad je napustimo prestaje biti naša? Je sais pas à quel point on a besoin de racines. C'est une question à laquelle j'ai pas encore la réponse. À la fois, moi, je navigue entre le désir d'en avoir, le sentiment d'en avoir aussi d'être très forte, qui sont plutôt des racines peut-être moins géographiques que émotionnelles. C'est les souvenirs très forts de mon enfance, de la ferme de mes grands-parents, de mes étés au Maroc. Et j'ai l'impression que mes racines, elles sont en moi. Mais j'ai aussi le sentiment que des racines, on s'en construit toute la vie. Toute la vie, on se construit des nouvelles racines et on en laisse un peu partout. En revanche, je n'aime pas l'idée de racines qui vous empêchent de bouger, qui vous empêchent d'avancer. Je n'aime pas des racines qui me cloueraient au sol, qui seraient comme une prison. Ça, je n'aime pas tellement ça. Et à quel moment un pays cesse d'être le vôtre? Je pense que ça tient au regard des autres, malheureusement. Quand vous revenez, le retour est difficile. Quand on immigre et puis on revient chez soi, et d'un coup on se rend compte il y a des mots qu'on a oubliés. Il y a des manières de faire qu'on ne sait plus. Parfois on est agacé par des comportements alors qu'avant c'était nos propres comportements. Et puis les gens vous regardent comme un étranger. Et parfois vous avez le sentiment que votre pays n'est plus le vôtre. Mais d'une certaine façon, je crois que aucun pays ne devrait être le nôtre. Les villes ne nous appartiennent pas. Les pays ne nous appartiennent pas. D'ailleurs, rien ne nous appartient. On est là, on est de passage. Et puis, on s'en ira. Je n'aime pas cette idée qu'on veuille posséder les choses, que ça doive être à soi. Moi, je vis par exemple à Lisbonne. Je me dis toujours, cette ville n'est pas la tienne. Parce que les gens me demandent, est-ce que c'est ta ville? Non, elle ne m'appartient pas. Je la regarde avec beaucoup d'amour, d'affection. Mais elle ne m'appartient pas, mes enfants ne m'appartiennent pas. Il faut pas vouloir que les choses nous appartiennent. Kad već razgovaramo o identitetu ovo cijelo vrijeme, je zanimljivo da ste u tinejdžerskim danima govorili da ste Ruskinja. Zašto? Ah, parce que j'avais une passion pour la littérature russe qui a commencé très jeune, quand j'avais peut-être 14 ans. J'ai commencé à lire les auteurs russes et immédiatement ça a été un choc, une passion, un vertige. Je ne voulais plus lire que des auteurs russes et j'étais persuadée à cette époque-là que j'étais russe ou en tout cas que j'avais vécu en Russie au 19e siècle et que je connaissais ce monde-là. Vraiment, quand je lisais les romans russes, j'avais pas du tout l'impression de lire des livres sur un monde qui m'était étranger. Surtout que j'ai commencé par Dostoïevski et Dostoïevski parlait beaucoup de la pauvreté, de la misère, des différences sociales. Et quand je regardais mon propre pays, qui était un pays où il y avait des problèmes d'exode rural, de misère des campagnes, où il y avait des conflits sociaux, j'avais l'impression qu'il parlait du Maroc. Et c'est d'ailleurs la magie de la littérature. Et ensuite, quand je suis allée en Russie pour la première fois et que je suis allée sur la perspective Nevsky à Saint-Pétersbourg, je me suis dit, mais je connais cet endroit, ce n'était pas du tout étranger pour moi. Donc voilà, je voulais m'habiller en russe, je voulais parler russe, et mes parents pensaient que j'étais complètement folle. Mais en tout cas, ça a été une partie de mon adolescence où j'étais très, très russe. U svojim romanima vrlo često se hvatate u koštac s tabuima. Zašto vam je važno progovarati o temama koje se nerijetko guraju pod tepih? Mais quand j'écris, je n'y pense jamais de cette manière. Je me dis jamais, ah tiens, ça c'est un sujet tabou, je vais l'aborder. C'est juste que quand on est dans l'écriture, dans le secret de l'écriture et qu'on a envie vraiment de saisir la vie des gens dans leur intimité la plus profonde, ben parfois on va vers des sujets qui sont des sujets dont on ne parle pas dans la vie ou des sujets qui sont difficiles à aborder. Mais je dirais, c'est pas une volonté de ma part, c'est plutôt que
j'ai l'impression que l'écriture, elle est un monde en soi et qu'elle est protégée justement de toutes ces hypocrisies qui sont les hypocrisies de la vie quotidienne, de toutes ces peurs de la vie quotidienne, des hontes qui font qu'on ne parle pas de ci ou de ça. Une fois qu'on est dans l'écriture, on a envie de partager ses hontes, on a envie de partager ses peurs, on a envie de raconter ce qu'on peut jamais raconter dans la vraie vie et de demander d'une certaine façon au lecteur, mais tu comprends de quoi je parle, toi aussi tu ressens ça, toi aussi tu l'as vécu. Donc c'est une sorte de refuge aussi pour moi, la littérature, qui est comme un lieu où d'un coup la question du tabou n'a même plus lieu d'être. C'est pas parce que c'est tabou que ça m'intéresse, mais c'est parce que c'est difficile d'en parler que justement la littérature et le langage rend possible justement d'aborder ces questions-là. Mais mon but n'est pas de provoquer, mon but au contraire il est de partager. U romanu Uspavanka uz ovu također priču o socijalnim razlikama vi progovarate zapravo o suvremenom majčinstvu i o tome kako pomiriti želju žene da ima i karijeru i da bude i majka. Kako ste vi pomirili te dvije uloge? Oh, je crois que c'est très très difficile. Ça reste une question ouverte. C'est très difficile pour beaucoup de femmes de pouvoir faire les deux et surtout de pouvoir faire les deux sans se sentir coupable, sans se sentir épuisée, sans éprouver le jugement des autres, que ce soit votre famille, que ce soit vos propres enfants, que ce soit la maîtresse de l'école parce que vous êtes arrivé en retard ou parce que vous n'avez pas préparé le goûter pour votre enfant. C'est très difficile pour une femme aussi d'assumer son ambition, d'assumer son désir d'être autre chose que mère, d'assumer son désir parfois d'être juste seule, de vouloir être définie par autre chose que par sa maternité. Et je pense que ça demande, pour être réussi, ça demande à la fois d'assumer sa part d'égoïsme, c'est-à-dire de ne plus vouloir se sentir coupable, de dire oui, je suis une femme parfois égoïste, je suis parfois une femme ambitieuse, et oui, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de leur préparer à manger, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de fermer la porte et d'être toute seule. Et puis ça demande d'avoir des gens autour de vous qui vous comprennent, et c'est un peu comme ce que je vous disais sur les préjugés, il faut pas se laisser faire, il faut s'affirmer, il faut dire non, je refuse qu'on fonctionne comme ça. Moi, quand j'ai commencé à beaucoup voyager, beaucoup travailler, ma mère, qui pourtant est très féministe, à chaque fois, quand mon mari voyageait, elle lui disait « Oh là là, tu travailles beaucoup, tes enfants doivent te manquer ». Et quand c'était moi qui voyageais, elle me disait toujours « Oh là là, tu travailles beaucoup, tu manques à tes enfants ». Donc elle me faisait toujours sentir que c'est pourquoi je suis pas traitée de la même manière que mon mari. Donc au bout d'un moment, on finit par réussir à s'affirmer, à affirmer son droit, à être traité de la même manière. Et puis surtout, voilà, moi j'ai la chance d'avoir un mari qui est un très bon papa et une très bonne maman et qui s'occupe beaucoup des enfants, qui est capable de faire des tresses à ma fille et de s'occuper de tout et qui ne m'appelle jamais pour me demander où se trouve le pyjama et quel est le numéro du docteur. Donc, il sait très bien se débrouiller tout seul. Donc voilà, les hommes peuvent être des très bonnes mamans. Sve što govorite jasno govori o vašem feminizmu. Što je za vas uopće feminizam i što biste rekli koja je danas njegova najvažnija uloga? Pour moi, le féminisme, c'est le désir de vivre dans un monde où nous vivons à égalité. Donc c'est un monde en fait qui est à l'avantage des femmes, mais aussi des hommes. Un monde plus juste, un monde moins violent, un monde où les relations entre les hommes et les femmes, qu'elles soient amicales ou sexuelles, sont dénuées de violence, sont dénuées de désir de domination. Un homme où les hommes peuvent aussi se définir différemment, où ils sont pas obligés d'être des hommes forts et durs et qui veulent dominer, où ils peuvent inventer d'autres manières, une autre façon d'être viril. C'est un monde où on partage, on partage nos existences, on partage le fardeau de la vie sans chercher à s'écraser, sans qu'il y en ait un qui ait plus de droits que d'autres. Donc pour moi, le féminisme, c'est le désir d'un monde meilleur, mais pour tout le monde. Zanimljivo mi je, mi danas živimo u svijetu u kojem jako svi volimo da nas drugi vole, da nas vide u najboljem mogućem svjetlu, onda kroz društvene mreže pokazujemo naš život koji često nema baš veze sa stvarnom istinom, a vi kažete nešto sasvim suprotno. Ne zanima me da me drugi vole, uopće mi to nije važno. Zašto? Kako?
Mais moi, je ne veux pas être aimée, ou en tout cas, je ne veux pas être aimée du plus grand nombre. Moi, je veux être aimée des gens qui me connaissent, des gens, là encore, voilà, qui savent ce que je fais, ce que je vaux, comment j'agis dans la vie. Mais rechercher une sorte d'amour comme ça complètement abstrait, ça m'intéresse pas. Et puis d'abord, puis je trouve que c'est une prison parce qu'on finit par s'enfermer dans le désir de plaire. Chaque chose que l'on fait, on se demande mais est-ce que ça les gens vont aimer? Est-ce que les gens, ça va leur plaire si je dis ça, si je me comporte comme ça, si je prends telle photo, et on perd en sincérité, on perd en authenticité. Donc moi, je ne veux surtout pas être aimée, je ne veux pas qu'on me like, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de poser des questions, j'ai envie de mettre les gens mal à l'aise, j'ai envie de créer du débat, j'ai envie de faire réfléchir, mais j'ai pas envie d'être aimée, ou en tout cas pas, voilà, j'ai envie d'être aimée de quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main, le reste qu'ils m'aiment ou qu'ils m'aiment pas, ça m'intéresse pas. I evo na samom kraju, predstavljate svoj roman na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu, pa kako protiču susreti sa zagrebačkom publikom? Ah ben ça se passe très bien. Moi, je suis très contente de revenir en Croatie. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et puis, je vois que beaucoup de gens sont quand même très francophiles, très intéressés aussi par la culture française, font toujours un effort pour dire quelques mots en français. Donc, la prochaine fois, il faut que j'apprenne quelques mots de croate pour pouvoir leur répondre quelques mots de croate quand ils me disent quelques mots de français. Mais ça sera la prochaine fois. Ja se ispričavam što nažalost ne znam francuski, smatram to zapravo svojim velikim gubitkom, ali je bilo predivno slušati vas. Mi se unaprijed radujemo i novim romanima, a nadamo se i novim susretima u Zagrebu. Merci beaucoup. Hvala i vama, dragi gledatelji, i novi razgovor s razlogom čeka vas za tjedan dana. Do tada, doviđenja. Zločinaču što je